Ex-hétéro, ex-hétéra, un podcast queer positif. Nous sommes en mai 2024 et je suis en dépression. Je recherche des contenus positifs, quelque chose pour me divertir, m'évader, me redonner foi en l'humanité. Je cherche des séries, des livres audio, des podcasts, mais rien qui ne me plaît assez pour me réjouir. Ah oui, et je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Et je suis aussi handicapée par la fibromyalgie. Depuis plusieurs mois, je m'investis dans une asso LGBTQIA+ de ma région et j'ai eu la chance de prendre la parole quelques minutes sur une radio locale. Et j'ai adoré l'expérience. Vous voyez où je veux en venir. Si ça n'existe pas, c'est que je dois le faire. Après quelques bières avec un copain, je prends ma décision, c'est parti, je lance un podcast. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Pour les nouveaux et nouvelles, déjà, bienvenue. Alors, queer, ça veut dire, pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Nous nous sommes rencontrés sur une conviviale parentalité de notre asso de proximité. Décidément, ma collection de A ne fait que s'agrandir. Bienvenue Anaïs. Merci. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms ? Du coup, je m'appelle Anaïs et on utilise elle. Ok. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? En ce moment, et depuis quelques temps quand même, complètement lesbienne. Ouais. Et j'espère alliée du reste de la communauté. Parce que ça a aussi été un chemin de déconstruction et d'aller-retour. Ok. Donc j'espère aujourd'hui alliée. Si tu te considères alliée, c'est déjà hyper important. On n'est pas que queer, et comment tu te définirais en tant que personne ? Ça, c'était une sacrée question. Ouais. Aujourd'hui, pareil, si on le situe dans le temps. C'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, je me définis comme maman, femme quand même aussi, femme, en tout cas femme dans le sens épouse. Ok. Maman, épouse, militante quand même, féministe, anticapitaliste et antifasciste. Trop bien. Ok. Est-ce que tu veux bien donner le nom de ton enfant et de ton épouse ou pas ? Ouais, ok. Ouais, c'est ok aussi. En tout cas, pour ma compagne, elle s'appelle Cynthia. Ouais. Et notre fille s'appelle Maya. Ok. Et Maya, elle a quel âge ? Maya, elle a 21 mois. Ah ouais. Ça fait presque 2 ans. Oui, le fameux Terrible Two arrive, il paraît. Ça va. En vrai, le Terrible Two, je ne l'ai pas ressenti, Terrible Two, moi. Vraiment, ça va. Oui, j'aime à croire que c'est une légende urbaine. Ouais. Pas faux, si tu commences là-dessus, tu as des Terrible 4, Terrible 5 aussi. Et avec ton épouse, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? On est ensemble depuis, c'est une question de 4 ans, 2019, pardon, même non, parce qu'on est en 2024, 5 ans. Ok, ça marche. Et vous êtes mariés depuis combien de temps ? On est mariés depuis juin 2021. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu occupes tes journées ? Je suis maman. Mmh. Non, bah c'est vrai que l'arrivée de Maya dans ma vie, ça a forcément transformé mon quotidien, qui était vachement plus autocentré, forcément. Vraiment, maintenant, je me considère d'abord comme maman. Du coup, tout ce que j'entreprends, c'est souvent sous le prisme de la parentalité. Même les lectures, elles ont forcément grandement évolué et ça va toujours chercher à faire des liens avec comment ça pourrait contribuer à éveiller Maya sur X ou Y sujet. C'est vraiment central, même au travail. Je parlerai peut-être après, c'est en lien avec la santé et du coup, tu as tellement de thématiques et tellement d'alertes qui est faite sur la petite enfance. Du coup, le prisme est souvent d'abord maman parce que voilà, c'est ma bouffée c'est mon amour, quoi. Elle utilise toutes mes pensées. Elle utilise toutes mes pensées dans mon quotidien et donc quand même la parentalité. Je vois bien. Ça n'empêche pas que je suis très fatiguée, mais quand même ça d'abord maman et après le travail quand même.
parce qu'on est toujours dans une société capitaliste, quand même, Ouais. et qu'il y a besoin de sous. Du coup, je travaille dans une institution de la santé. Dans quel domaine tu travailles? Dans l'informatique, l'administratif, la compta, l'accueil, je sais pas. Ouais, c'est large. Ouais. Moi, je travaille au service prévention. Ok. Ma mission, c'est d'accompagner des structures locales à mener des actions de projets de santé et de prévention. Ok. Et là, ça tourne sur plein de sujets. Ça peut être l'activité physique, l'alimentation, la santé mentale. Voilà, c'est très, très large. Ok. Tu as un sujet de prédilection en ce moment? Beaucoup. C'est pas très joyeux, c'est le dépistage des cancers. Ok. Sur dépistage organisé des cancers, cancer du sein, cancer col de l'utérus. Ok. Cancer colorectal pour le complet. Ouais, c'est et derrière ça, ça rejoint mes anciennes luttes, entre guillemets, sur ce qui est rendre accessible toutes nos éthiques qu'on a dans le droit commun. D'accord. Avant, je le concentrais sur les aides sociales, parce que c'était le cœur de mon métier avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est sur la santé, et vraiment, on a une batterie existante aujourd'hui sur la santé, sur la prévention santé. Et l'idée, c'est de le faire valoir à un plus grand nombre de personnes. Ouais. Notamment les populations les plus à risque ou les plus éloignées. Ouais. Carrément. Et tu me disais juste avant que tu prenais le train pour aller travailler à la grande ville à côté, oui. C'est ça? Et que tu avais écouté Mi Amor dans le train. Tout à fait. Merci. Et que c'était cool. Quelles sont tes passions? Comment tu te ressources? Et ben encore une fois, aujourd'hui, je me ressource en essayant de créer des jeux pour Maya. Ouais. Trouver de quoi un peu... au-delà de l'occuper, c'est comment l'éveiller. Ouais. Je trouve ça très chouette, les lectures, etc. Et un peu plus récemment, depuis qu'elle fait ses nuits, je retrouve un peu de place mentale pour lire. Ça a toujours été mon point de ressource. La lecture, énormément. Auparavant, je méditais énormément. Aujourd'hui, j'ai plus de mal parce que je fatigue. Ouais. Ah oui, ça aussi, je l'ai pas dit, mais sur ce qui me définit aussi, c'est que je suis croyante. Ok. Pas forcément pratiquante dans le sens strict, c'est parce que c'est vraiment un rapport très, très personnel, quasiment intime avec la religion. Mais c'est forcément une part de moi importante aussi. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de quelle religion? Oui, c'est la religion chrétienne, parce que d'une part, je suis née dans une famille chrétienne pratiquante. J'ai fait mes écoles, collège, lycée, privées, avec une place importante, ça c'est sûr. Même si je me suis souvent mis en opposition par une question de principe. J'y suis revenue plus tard parce que ça a toujours été une présence dans ma famille. Et après, un chemin personnel. J'ai eu des 10 années compliquées, une période où je me cherchais. Et franchement, si je n'avais pas eu la religion en attache, je pense que ça aurait été vraiment très, très dur. Okay. Et jusqu'à ce qui me symbolise le plus, en tout cas, mon rapport à la spiritualité et le chemin, c'est un voyage que j'ai fait en solo en Italie. Je suis partie 3 semaines en Italie. J'aime beaucoup l'Italie. Quoi? Je parlerai de l'Italie après. Mais vas-y, tu peux en parler maintenant, on a le temps. Oui, du coup, l'Italie, je l'ai découvert avec des copines qui m'ont traîné de force à Rome. Okay. Sur des voyages, un long week-end qu'on avait quand on était étudiante. Et du coup, on est parti à Rome. Je disais reculons parce que moi, j'ai toujours été attirée par les cultures plutôt nordiques, voire scandinaves. Et du coup, j'avais aussi programmé la même semaine un voyage à Amsterdam. Mais avant, ils m'ont traînée à Rome. Et là, je suis tombée juste amoureuse de cette ville. Ouais. Parce qu'il y a tout ce que j'aime, de la vieille pierre, de la bouffe et de la glace. Donc, c'était littéralement tout ce que j'aime. Je comprends. La glace à italienne, la meilleure chose. Bah ouais, clairement. Et vraiment, je suis tombée en amour là-bas. Et après, j'y suis retournée peut-être 4-5 fois, soit avec des amis, soit seule, du coup, soit avec aussi ma compagne. On a fait un voyage quand elle était enceinte de 5 mois, en itinérance dans la moitié de l'Italie. C'était très chouette. C'est courageux. Elle a été super courageuse. Ouais. Mais c'était vraiment très, très chouette. Et oui, pour revenir sur le voyage solo, ça faisait vraiment partie d'introspection et ça m'a ramené à ce que je suis et la place que prend la religion. Mais vraiment, c'est sur vraiment le côté intime. Concrètement, c'est des moments de prière, c'est des moments de méditation.
J'imagine que ça se transpose quand même par des valeurs derrière au quotidien, j'imagine, ou dans mon rapport à l'autre, forcément. Mais vraiment, en premier lieu, c'est une question vraiment d'intimité. Et j'en ai besoin pour moi trouver mon équilibre. J'ai besoin d'avoir ça. Ok, ça marche. Mais du coup, pas tellement pratiquante. Je déteste aller à la messe. J'aime pas ça. Parce que je ne me trouve pas, en fait. Je suis très mal à l'aise. Chaque fois, c'est solo dans les églises. Tu disais beaucoup de lectures. Ouais. Alors, si on essaye d'aller avant Maya, oui. Qu'est-ce que tu lisais ? C'était beaucoup porté sur le militantisme, que ce soit féminisme ou anticapitalisme. Des essais surtout, j'imagine. Ouais, des essais, oui. Ouais, beaucoup de dérivés de thèse. Okay. J'en profite pour citer l'excellent Denis Colombi, qu'on aime beaucoup, qui est un sociologue qui écrit sur la pauvreté. D'accord. Et son excellent bouquin qui est Où va l'argent des riches ? Okay. Des pauvres, pardon. C'était en clin d'œil au Pinson Charlot sur Où va l'argent des riches. Vraiment, c'était parce que voilà, c'était parmi mes luttes du quotidien, donc c'était très présent, le féminisme aussi. Finalement, assez peu, c'est venu après. Enfin, les références plutôt queer ou LGBT, c'est venu au fur et à mesure, vraiment après, parce que non pas qu'il y avait une hiérarchie des combats, mais presque. Et vraiment, j'étais également syndicaliste. Okay. Et du coup, voilà, j'ai monté une section locale dans la structure où j'étais, monté le CSE, etc. Ouais. Donc vraiment, le côté syndicat, force de travail, capitalisme, ça a vraiment pris une place très importante. Et forcément que le féminisme ou les enjeux queer étaient en parallèle, mais je m'y suis moins investie. Du coup, j'avais moins de lecture sur ça et c'est venu un peu après. On peut pas être partout. Ouais. Même si, du coup, les écrits sur l'intersectionnalité sont hyper intéressants dans ce sens-là, mais ouais, vraiment, j'étais concentrée sur le travail. Tu as déjà plein de luttes, en fait. Oui. C'est clair. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle ? Alors ça, c'est un peu drôle. Enfin, pour moi. Parce que j'ai compris que j'étais lesbienne, ou en tout cas attirée par les filles ou les femmes, le jour où la première fille que j'ai fréquentée m'a quittée. Okay. C'était mon premier drame, évidemment. Oui. Et jusque-là, ça a duré quelques temps quand même. Et jusque-là, je ne réalisais pas que j'étais lesbienne. Pourtant, t'étais avec elle. J'embrassais une femme, quoi. Oui. Une fille, donc, mais je sais pas, c'était pas intellectualisé ou pas. Je sais pas si c'est une copine plus peut-être. Ouais. Mais c'était en tout cas pas. Je mettais pas le mot lesbienne dessus. Ouais. Même pas homosexuel. Je mettais pas de mot là-dessus. Bon, après, j'avais 17 ans, donc voilà, j'étais encore dans un lycée privé, blablabla, tout ça, donc ça a forcément joué, mais je me suis questionnée après, en fait. Et la place de votre histoire dans le lycée privé, comment ça se passait ? Après, elle n'était pas dans le même établissement. Okay. Enfin, c'est pas tant joué du coup dans l'établissement que plutôt à l'extérieur. Donc, on disait, c'est la première fois que tu as eu le cœur brisé. Oui. Oui, première fois que j'ai eu le cœur brisé. Et après, une vraie quête d'identification. Avant vraiment de me définir lesbienne, je savais au fond de moi que j'aimais les femmes, clairement. Mais je ne me voyais pas avec. Ou en tout cas, je voyais toutes les difficultés qu'il y avait socialement, de s'afficher, etc. Et ça j'ai mis énormément de temps. J'ai fréquenté entre-temps finalement pas mal d'hommes, mais tout en sachant que c'était pas moi. Ouais. Il y a quelques temps, j'ai lu un bouquin qui s'appelle L'Indésir de Virginie, je ne sais plus comment. Okay. Je te retrouverai la ref, elle est vraiment... me perturbait ce bouquin parce qu'à un moment, elle sort une phrase et je me suis retrouvée vraiment ce que j'ai vécu pendant des années où elle dit qu'elle a couché avec des hommes mais qu'elle n'a pas fait exprès. Ouais. Et vraiment, c'est ça en fait que j'ai vécu pendant quelques années après. Je savais que j'aimais pas plus que ça les hommes, que j'aimais vraiment les femmes. Mais pour autant, les rencontres que j'ai eues ou autres, voilà, il n'y avait pas de coup de cœur, ou il y avait pas, voilà, je tombais pas amoureuse de jeunes femmes ou de femmes. Et du coup, oui, il y a eu cette très très longue période où en soi je me définissais comme lesbienne, mais presque politiquement, en parallèle de mes luttes, tu vois. Mais pour autant, je fréquentais pas plus que ça de femmes. Et
Et après, il y a du travail sur moi aussi, sur l'acceptation de la rupture, le fait que mon rapport au corps, etc. Il y avait un travail de déconstruction. Et finalement, ça s'est débloqué quand j'ai rencontré ma femme, en fait. Ok. Ça a été hyper évident. Notre rencontre n'était pas évident, enfin pas évident, en tout cas pas prévu parce qu'elle s'est faite par des sites de rencontres, en tout cas des applis. Et vraiment, j'ai une de mes copines lesbiennes aussi qui me tannait pour que je m'inscrive sur ces trucs-là. Et je voulais pas, parce que j'aime pas, c'est pas du tout à l'aise. Pas du tout, vraiment, je suis pas à l'aise avec l'outil. Et m'a forcé. Et du coup, après une énième rupture, ou en tout cas, un de mes amours, elle m'a incité. Du coup, j'ai craqué, je l'ai fait. Et ouais, je pense que, je sais pas, au bout d'une semaine ou deux, on est tombé un peu par hasard avec Cinder, parce que moi, j'étais chez mes parents en Bretagne. Elle aussi était en Bretagne chez ses parents. Avant, elle habitait en région parisienne. Okay. Et on s'est retrouvés, du coup, avec Cinder, géographiquement proches. Et du coup, on a dû parler une semaine et c'était déjà hyper fluide et j'avais grave envie de la rencontrer. Du coup, j'ai pris mon train. Je suis allée direct là-bas et c'était très drôle. Vraiment, la scène, vraiment, on aurait créé un truc de film. Quoi. Raconte. Déjà, j'ai flippé toute la journée. Je me suis gourée quand j'ai pris le RER. Je me suis trompée de sens. C'est tout. Oui. À la base. Et en arrivant, je descends du quai et du coup, je la vois et je la reconnais direct parce qu'elle a des yeux absolument sublimes qu'on reconnaît tout de suite. Et vraiment, le coup de cœur direct. Et je me suis retrouvée hyper avenante avec elle alors que je suis d'ordinaire très réservée, très pudique. Vraiment, j'ai jamais été draguée, en fait. Vraiment, je suis pas à l'aise, tu vois. Et quand je l'ai rencontrée, hyper fluide et bref, c'était trop beau parce que du coup, on était dans ce fameux restaurant et elle me disait qu'elle était stressée et tout ça parce qu'elle n'était pas habituée non plus à l'exercice, etc. Et je lui ai fait si je te prends la main, est-ce que ça ira mieux? Et du coup... Quel move, j'adore. Et après, on s'est pas lâché la main depuis, quoi. Ouais, trop bien. Je me suis d'ailleurs servi de ça pour la demander en mariage. Oui. Littéralement 1 an après. Oui. Parce qu'on s'est rencontrés du coup en septembre 2019. Ouais. On a emménagé ensemble pour le cliché en mars 2020. Oh, ça va. Ça va. Presque 6 mois, ça va. Mais juste avant le confinement. Ok, donc vous avez fait direct le confinement ensemble du coup. Okay. Ouais. Et moi, j'ai très bien vécu le confinement. Ça vous a rapproché d'autant plus. Cristallisation et tout. Enfin, c'était très chouette. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pendant le confinement, on était en train de regarder, je sais pas quoi, sur Netflix ou un truc comme ça dans le canapé. Et je l'ai regardé et je sais pas, j'avais jamais ressenti ça. J'ai eu comme une bouffée d'amour que j'avais vraiment jamais ressentie. Et je me suis dit, je vais passer le reste de ma vie avec cette femme, en fait. Et du coup, je me suis servie de notre voyage post-déconfinement. Ouais. On est parti en Grèce. Et ça tombait du coup sur notre jour anniversaire de rencontre. Et du coup, je lui ai fait une phrase en mode... il y a 1 an, je t'ai demandé si tu voulais prendre la main pour te rassurer. Est-ce que tu veux me donner ta main pour le reste de ta vie, quoi. Oh, c'est trop mignon, j'ai des frissons. Elle a mis 3 plombs à répondre. J'étais trop stressée. Réponds pas, surtout. Est-ce que tu as fait ça dans un lieu public? Ouais, c'était sur une... Bah oui, pour le cliché, on était sur une plage avec un coucher de soleil. Enfin, trop beau. On était sur un bar, sur une plage avec un coucher de soleil. Mais évidemment. Trop bien. Ouais, on est ce degré de cliché. Mais ouais, c'est vrai que depuis depuis que je l'ai rencontrée, je me suis jamais sentie aussi pleinement lesbienne, en fait. Ouais. Et ouais, le fait même dans l'espace public, si auparavant c'était pas si évident, c'était auparavant très lié au milieu de la nuit, etc. Quand je sortais, mais en journée c'était rare, ou sur le lieu du travail, je l'aurais pas fait. Et avec elle, c'était évident, en fait. Il y avait pas de sujet.
Ça amène super bien à la prochaine question pour nous raconter un de tes coming out les plus positifs ou le plus positif. Oui, c'est vrai. C'est le plus positif. J'ai pas eu de coming out difficile, en fait. À part pour moi-même, en fait, finalement. Ouais. Pour moi-même, ça a été le plus difficile, mais vraiment, quels que soient les cercles amicaux, familiaux, de travail, j'ai pas eu de gêne ou quoi. Peut-être un peu familiaux avec mes parents, avec des remarques un peu mal à l'aise. Ouais. Sans être pour autant rejet. Et en soi, tu vois, le mariage, on l'a fait dans le jardin, de leur jardin. Donc, c'était quand même OK. Mais oui, c'est eux que j'ai senti le plus perturbés. Du reste, j'ai un peu la chance de graviter dans des milieux qui sont safe, en fait. Ouais. Que ce soit au travail ou les amis. J'ai pas eu de sujet. Du coup, ils ont tous été positifs. Trop bien, c'est ça qu'on veut. ouais, j'ai de la chance, c'est sûr. C'est pas le cas partout. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? À part ma femme. Tu peux parler de ma femme. Tu peux parler de ma femme, c'est ce que j'ai fait, pardon. Tu peux parler de ta femme ou tu veux parler de quelqu'un d'autre? C'est comme tu veux. Non, Cynthia, forcément, parce que j'ai eu plein de relations positives qui me font qu'aujourd'hui, je suis bien dans ma vie. Cynthia, c'est mon encre, en fait, parce qu'elle est là, elle me redonne toujours le sourire. C'est une personne qui est très positive, contrairement à moi. Elle est vraiment tout le temps à sourire, à essayer de prendre la meilleure partie des choses, vouloir jouer, tout ça. Ouais. Et du coup, vraiment, on est, j'espère, complémentaires sur ça. Et c'est vrai qu'elle me remonte à chaque fois, quoi. Je pense que je la use, mais du coup, ouais, c'est quand même un de mes piliers sûrs, quoi. Et après, d'autres piliers que j'ai, c'est des relations amicales. Ouais. J'ai 2 bonnes amies hétéros au demeurant, mais fort sympathiques. Des bonnes alliées. Ouais, des bonnes alliées, carrément, ouais. Qui m'ont vraiment aidé à traverser les périodes les moins cool que j'ai vécues quand j'ai quitté ces fameux milieux militants où j'étais dans le secteur associatif, syndicat, etc. Concrètement, j'ai fait un craquage nerveux, quoi. J'ai fait mon burn-out avec d'autres histoires moins cool derrière. Mais du coup, c'est vrai que si elles n'avaient pas été là, j'aurais vraiment perdu un peu de cette partie-là de ma vie qui me représente. Et c'est des amis sûrs, quoi. On peut les nommer pour leur faire des bisous. Oh, mais carrément, elles vont adorer. Du coup, il y a Florine et Elodie, elles s'appellent. Gros bisous. Gros bisous, les filles. Les super nanas, on s'appelle. Ouais. Alors, est-ce que tu peux constater mon sac à main? Oui, clairement, je fais de l'œil depuis. Ok, je te ferai une pochette avec ce tissu. Ouais, il m'en reste. Elles vont adorer. J'ai fait mon sac au dos de mon fauteuil roulant avec un tissu des super nanas. Non, c'est des filles que j'admire beaucoup parce qu'elles ont une force terrible militante. Elles m'ont aussi appris et elles ont aussi une facilité à montrer nos vulnérabilités, à lâcher quand ça va pas, même si on n'est pas devenu maman en même temps parce qu'il y a 1 ou 2 ans de décalage à chaque fois, mais c'est dur la parentalité, c'est dur le manque de sommeil, tout ça. Et on le vit un peu en décalé, mais c'est des soutiens. Je sais qu'elles seront toujours là et elles me jugeront jamais, même si je fais une grosse connerie. C'est des amitiés vraiment très précieuses. Est-ce que tu as une histoire avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Tu disais que tu avais des coming out se sont bien passés. Est-ce que tu en as un au travail ou une histoire comme ça au travail? Oui, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Maya, du coup, c'est ma compagne qui l'a portée. On est passé par un donneur et du coup, j'adopte. Ok. Maya. Donc on a fait, dès qu'on a pu, on a lancé la procédure d'adoption, qui n'est toujours pas aboutie d'ailleurs. Et du coup, pour alimenter le dossier très administratif, il demande des témoignages, il demande des photos, blablabla, pour prouver le lien de filiation. Et du coup, on
les a harcelés de photos comme celle-là, 15 000. C'est des photos, il y a le bébé avec les mois. J'adore ces photos, elles sont trop mimes. Elles sont accrochées sur le frigo. De nous trois, donc voilà, c'était assez parlant. Mais du coup, voilà, il y avait des courriers. Donc mes 2 copines ont fait des courriers aussi. Mes beaux-parents ont fait un courrier très émouvant. Et c'est, à cette époque-là, j'étais en rupture familiale, en tout cas avec ma famille. Okay. Et du coup, j'avais pas de courrier de leur part, quoi. Ouais. Du coup, je voulais aussi un autre courrier d'une sphère plus éloignée finalement que la sphère intime. Ouais. Et j'ai demandé à mes collègues. Okay. Donc, elles me connaissaient depuis 1 an, quoi, à peine. Et mes 2 collègues de service, elles ont répondu oui tout de suite. Et elles ont fait du coup des témoignages hyper touchants de ce qu'elles voyaient, de mon entrée dans la parentalité, etc. Les cernes qu'elle voyait. Ouais, concrètement, je crois qu'il y a une qui a cité les cernes. Mais j'étais vraiment très, très, très touchée par ça, par les témoignages écrits qui viennent vraiment... Parce que c'est nominatif, quoi. Elles présentent le papier devant le trib avec leur pièce d'identité, tout ça. Donc vraiment, c'était fort. Et l'autre aussi qui m'avait touchée avant, à la naissance de Maya, donc il me connaissait à peine aussi. Et là, c'était un ensemble de collègues où je gravite dans différents groupes et tous les collègues que je fréquentais se sont cotisés pour nous faire un cadeau à la naissance de Maya. Et vraiment, j'étais vraiment très touchée. C'est moi qui avais des préjugés sur cette vieille institution parce que c'est des personnes qui sont là depuis 15 ans, 20 ans. Et même s'ils n'ont jamais eu un propos homophobe ou lesbophobe ou... J'ai jamais entendu, peut-être que dans mon dos, hein, mais en tout cas, en face, j'ai jamais rien entendu. Et ils ont été tous très soutenants, même pendant la grossesse de Cynthia, ils prenaient des nouvelles et tout ça. Trop bien. Ouais, vraiment, c'était hyper appréciable. Ça fait du bien d'entendre ça. Et ils ont tous cotisé pour faire... C'était très chouette, on a eu des ateliers massage pour apprendre à faire des massages à Maya. C'était exceptionnel, vraiment c'était très cool. Donc, c'était vraiment très touchant. Puis voilà, même au quotidien, ils prennent toujours des nouvelles de Maya. Donc je trouve que ça a été facile. Alors je l'appréhendais un peu, la parentalité, l'homoparentalité dans cette institution, parce que je pense que concrètement, on a dû être... Enfin, je connais pas d'autres, on est plus de 1000 personnes, hein, mais j'en connais pas d'autres en fait. Lesbiennes, il y en a forcément, mais j'en connais pas. Même homo-parents, je connais pas non plus. Ok. Mathématiquement, il y en a forcément, mais en tout cas, je les connais pas. Ouais. Et du coup, vraiment, ils ont été hyper cool, enfin, en tout cas, comme il faut l'être. Trop bien, c'est ça qu'on Donc, attend. ça fait du bien, ouais. Je repense au dossier pour l'adoption. Je trouve ça... Alors, c'est le moment de récolter des témoignages très beaux qui vont t'enrichir très longtemps et tout ça, mais c'est tellement hardcore à faire un dossier comme ça. C'est tellement intrusif et tellement dur de prouver que tu es une mère. Enfin, je trouve ça aberrant et ça devrait pas exister. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, non, j'en ai chialé. Bah, tu m'étonnes. Souvent chialé, stressé. Et franchement, jusqu'à ce qu'on ait l'accord il y a quelques mois de la vice-procureure, j'étais pas bien, même si parce que voilà, ça... Même si c'était fort probable à 90% que ce soit accepté. Pour autant, c'est aussi possible qu'ils n'acceptent pas. Ouais. Et même avec la situation qu'on a en Europe, c'est possible que ce soit revu, en fait. Tout à fait. Si on croit ce qu'il y a en Italie. Donc, il y a quand même une épée de Damoclès qui est présente. Et c'est ça où Cynthia est très cool pour ça, parce qu'avec son côté très positif, elle va montrer que... Voilà, elle me fait souvent des renforts positifs sur montrer que je suis une mère pour Maya, que je suis très présente, que j'ai tout mon rôle et renvoie ça vraiment à ce que c'est avec un bout de papier. Oui. J'ai bien conscience que ça aide quand même, une reconnaissance quand même. Donc, c'est vrai que c'est très perturbant, ce côté-là, vraiment. C'est très, très, très perturbant. Après, voilà, on a fait... c'est pas un choix. On est passé par le don aussi. Hein. On n'est pas passé par un parcours PMA. D'accord. Avec le parcours PMA, c'est simplifié. T'as pas ça dans le parcours PMA. D'accord. Tu fais tout le parcours complet. Ok. Vous avez fait un don avec un donneur anonyme, du coup? Ouais. Ok. Ça marche. Ouais. On a essayé pendant 1 an. Ok.
Enfin, Cynthia, son corps. Ouais. 1 an, et ouais, c'était éprouvant. Ouais. C'était à la fois, finalement, 1 an, c'est presque rien. Et quand même, quoi, tous les mois, c'est quand même quelque chose. Ouais. Je suis très triste d'entendre à quel point nos sexualités, nos identités de genre rentrent dans le jugement de l'amour qu'on peut porter à un enfant, en fait. Ça, pour moi, c'est très malheureux, quoi. Ouais, que ça soit rattaché. Ouais, tout à fait. Et tu vois, par contre, après, dès qu'on est rentré dans le parcours grossesse, toutes les sages-femmes, tous les professionnels de santé qu'on a vus ou autres, extra, en fait. Ça n'a jamais été un sujet problématique. Génial. Ouais, la maternité s'est super bien passée. Ils étaient, voilà, je pense qu'ils étaient habitués aussi, mais vraiment, ça n'a jamais été un sujet. Sur un exemple, on s'y attendait pas parce qu'on n'avait pas anticipé. Le nom de famille de Maya, on avait choisi que c'était le mien. Ok. Parce que du coup, Cynthia, au mariage, aussi a pris mon nom de famille. Ok. Et du coup, logiquement, on voulait que Maya l'ait aussi, quoi. Ouais. Et en fait, de facto, à la naissance, vu que c'est pas ma fille, elle a pas mon nom. Ni celui de Cynthia, parce que c'est son nom marital. D'accord. Ça va être son nom de naissance. Donc, elle a le nom de naissance de ta Cynthia. femme. Ouais. Okay. Alors, dans la procédure d'adoption, c'est un truc qu'on change. Oui. Mais, et pour le coup, tu vois, ça, quand tu vois la naissance, ça m'a foutu un petit coup. Et par exemple, l'équipe qui était là, elle a fait non, on va mettre vos noms de famille, le nom que vous lui avez prévu, en fait. Ouais. Ils n'ont pas du tout été chiants sur un plan administratif ou quoi, même sur son carnet de naissance, en fait. Sur son carnet de santé, c'est le nom qu'on lui donne, en fait. Ça va pas être son nom de naissance. En tout cas, le nom de naissance de Cynthia. Ok. Ah, c'est tant mieux. Non, vraiment, c'est vraiment rentré dans les usages, même pour la partie où je travaille, institutionnelle. Aucun problème. Les rattachements, Maya, elle est rattachée à mon dossier de sécu. Ouais. Sans problème, quoi, vraiment. Sur tout le... Il n'y a aucun problème pour ça. Trop bien. C'est quand même assez confort. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas, donc vraiment, c'est confort aujourd'hui. Ouais. Oh, merci de rebondir en positif. C'est trop bien. C'est Cynthia qui m'a appris. J'ai rencontré Cynthia aussi très, très brièvement. J'ai envie de passer du temps avec elle. Sur la partie spiritualité et du coup le lien avec la parentalité, on réfléchit énormément à ce qu'on veut donner comme cadre, comme valeur à notre enfant. Et du coup, la spiritualité, c'était forcément un point qu'on voulait partager avec Cynthia, avec Maya, mais si du coup, on n'a pas la même spiritualité avec Cynthia. Moi, elle est très religieuse, Cynthia, pas du tout. Elle a aussi besoin de ces temps de méditation, mais c'est vraiment propre et autre, pas du tout lié à une religion en particulier. Okay. Et pourtant, on avait en commun cette volonté de partager ça avec Maya, notamment à travers un baptême. Et pour le coup... avec réflexion et après 21 mois avec elle et du coup on évolue sur le parent qu'on souhaite être. Aujourd'hui je préférais que ça vienne d'elle finalement. Les valeurs vont forcément se transposer dans l'éducation, c'est obligé. Mais vraiment je lui souhaite le même chemin de découverte avec ses allers-retours, avec ses doutes que moi j'ai vécu. Ouais, vraiment, je trouve que c'est le rapport à la religion, il ne doit pas être éducatif et descendant, en fait. C'est vraiment un chemin que tu fais toi. Et jusqu'à trouver ce que tu cherches. Moi, je l'ai trouvé ce que je cherchais dans ce fameux voyage que j'ai fait en solo en Italie, dans une église au fin fond de la ruralité italienne, clairement. Je trouve fin fond une église magnifique, vraiment très, très belle, très, très grande pour un tout petit village. Et un blanc immaculé. Et dans cette église-là, particulièrement, c'était Benevento. Et je suis rentrée, il n'y avait personne dans cette église. Et je me suis posée, donc je faisais mes prières, etc. Et je me suis effondrée en larmes là-bas. Mais vraiment de larmes de... C'était pas de tristesse, c'était un peu déverser tout ce qui avait été ma vie jusque-là et ce qu'elle ne serait plus. Et vraiment, c'est un endroit où j'ai laissé ce qui me pesait finalement. Pour après reconstruire autre chose. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment un truc que tu fais perso. Donc, je ne me vois pas l'imposer à ma fille. Je suis obligée, entre guillemets, mais comme je voulais lui faire découvrir plein d'autres choses en termes de patrimoine, je vais lui faire découvrir des églises, mais je vais lui faire découvrir des mosquées. Bien sûr. Aussi, vraiment, je lui souhaite... j'ai fait un voyage à Istanbul il y a quelques années. Je suis aussi tombée sous le charme. On est arrivé très tôt le matin avec le lever de soleil et l'appel à la prière. C'était subjugant. Enfin, pareil, je chiale beaucoup. Et vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de très perso et ça prend la forme que l'on souhaite. Mais oui,
outre n'importe quelle religion, c'est aussi où est-ce qu'on a envie de placer ses espoirs et ses valeurs et sa foi, enfin, peu importe vers quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je parle un peu de karma. J'ai été élevée dans le christianisme aussi, mais pas pratiquante. J'ai essayé de faire... j'ai été baptisée très tôt, donc j'en ai aucun souvenir, quoi. Et j'ai essayé le catéchisme 1 an. Après, ça m'a très vite gavée. Je fais, vas-y, stop, c'est fini. J'étais dans des écoles publiques à chaque fois, donc j'avais pas d'influence de l'école. Et en fait, j'aime dans les moments les plus graves, on va dire, par exemple les décès, trouver quelque chose de rassurant, quoi. Après, je pense pas... je n'ai pas de croyance envers un dieu ou envers quelque chose, mais j'ai peut-être cette chose d'étoile qui nous protège et qui nous surveille, ou d'ancien, d'aïeul, un peu un truc comme ça, quoi. Une espèce de notion surélevée, en tout cas, qui n'est pas matérialisée ici et qui serait on ne sait où. Il y a un truc comme ça, ouais. Il y a un truc comme ça que je ressens. Et il y a aussi ce karma de... je fais ma part. Alors, c'est très lié aussi à l'histoire du colibri. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Enfin, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est dans la forêt amazonienne qui brûle et tous les animaux sont en train de fuir. Et là, on voit au loin un petit colibri qui ramène de l'eau avec son mini bec et qui va éteindre le feu avec son mini bec. Et les autres lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il fait « Je fais ma part. » Ouais, je pense qu'il y a ce côté de je fais ma part aussi dans la société, je fais ma part pour que la société avance dans un sens juste, parce que pour moi, la justice, c'est une des valeurs les plus fortes chez moi. Mais après, il y a ce karma. Donc, si je fais quelque chose que je vais estimer juste et correct pour moi ou pour la société, ou voilà, peut-être surtout pour la société, peut-être que ça me retombera un jour dessus par quelqu'un d'autre ou par un autre biais ou pas, en fait. Mais j'ai fait ma part de colibri, quoi. Okay. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant, ce côté spiritualité, même sans religion nommée, quoi. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer ? Ouais, peut-être particulièrement avec les semaines qu'on vient de vivre avec les élections législatives où vraiment nos communautés ont pris cher. Vraiment, il y a eu des peurs très fortes et très légitimes. Il y a eu beaucoup d'agressions. Ouais. Beaucoup d'agressions racistes, LGBT-phobes, très fortes, très fortes. On est actuellement le 10 juillet 2024. Et vraiment, avec tout ce qu'on a vécu, avec les violences qu'on a vécues, qu'elles soient physiques ou verbales, ça laisse transposer vraiment une société de la peur dans tout ça. C'est pas nouveau, c'est pas les premières fois qu'on vit ça. Mais il y a un message positif et je le pique d'une autre amie. Vraiment, nos rires seront toujours plus forts que leur haine. Oui. En fait, malgré tout ça, on va toujours rigoler parce qu'on a toujours... c'est vraiment la force de notre communauté. On sait extérioriser, on sait parler, on sait créer des podcasts, on sait utiliser l'art, la culture pour dire qu'on est là, on existe. Et c'est chouette. Et je trouve que même on sait vachement rire de ces situations. Tu vois, si on prend c'est pas le plus ancien, mais l'un des drapeaux du rire sur l'appropriation du stigmate. Ouais. C'est extra, en fait. Ok. je trouve vraiment... ouais, carrément, on est des gouines rouges et tout, si vous voulez. Je le trouve très chouette, en fait. Et vraiment, nos rires seront toujours plus forts. Ouais. Donc, on va garder ça. Ouais, j'adore. Est-ce que tu as des ressources, des livres, vidéos, podcasts, comptes Insta à nous recommander, queer et positifs ? Ouais, en ressources. En tout cas, moi, c'est sur ces dernières années qui m'ont plu. J'ai adoré lire Le génie lesbien d'Alice Coffin. Pareil. Et depuis, je m'aligne sur ces recommandations. Je n'achète plus que des bouquins de meufs. Vraiment. Queer quand je peux, ou en tout cas... mais vraiment, je l'ai trouvé très fort, ce bouquin, très mobilisant. Du coup, je l'ai trouvé très chouette. En lien avec la parentalité, je l'ai trouvé très chouette aussi. Pas spécialement queer, mais... ouais, si, je pense que si on m'interroge, si. C'est un livre de Fatima Wassak sur la puissance des mères. Ok.
ça va chercher ces notions-là vraiment sur la parentalité et la maternité. C'est plutôt orienté maternité et la force qu'on puise pour nos enfants. Je le trouve vraiment très chouette, très, 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 très cool. Et je m'étais noté aussi des bouquins ou des textes de Manon Labrie sur notamment les Lady Fest. En gros, c'est des festoches dédiés à la création par les meufs. Ouais. Et notamment sous certaines communautés lesbiennes. Et je le trouve hyper inspirant, genre on va créer des choses et vraiment pas se laisser dicter par les normes hétéronormatives et ce qui est véhiculé majoritairement dans les médias. Vraiment, toute forme de culture existe et allez-y. Je les trouve très inspirants, ces fests-là. Le Joséphine Tassi. Pas du tout Virginie. L'indésir de Joséphine Tassi. Et ta dernière reco ? Ouais, sur la parentalité aussi, j'ai bien aimé le lire, notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le parcours adoption, de femmes du coup en couple qui ont écrit un bouquin sous forme de BD. Qui s'appelle « S'il suffisait qu'on s'aime ». Oui, je crois que j'ai rencontré l'autrice. Elles sont extraordinaires. Enfin, vraiment, j'ai adoré le lire. Il est très, 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 très bien documenté. Et ça commence avec les mouvements de 2013 et l'ouverture du mariage et de l'adoption. Oui. Et trop touchant. Vraiment, très, très touchant. Vraiment à lire. C'est un petit pavé quand même en termes de ressources. Elles ont fait un travail incroyable. S'il suffisait qu'on s'aime, c'est Daphné et Julie Guillot. Chronique des années PMA pour toutes. On a chronique décalée d'une famille ordinaire et vice-versa. J'adore. Oui, il me fait rire parce que ça montre vraiment du coup l'homoparentalité avec un couple de femmes et vraiment les galères avec les jeunes enfants, avec les parents qui font des trucs complètement à côté, les grands-parents du coup qui font des trucs complètement à côté. Je peux te l'emprunter ? Ouais, carrément. Trop cool. Lis-le. Moi, j'ai adoré le lire. Ok, trop bien, j'adore. C'est drôle, c'est touchant. Moi, j'ai trouvé très cool. Je vais le noter aussi. Je profite du coup qu'on est en train de parler de PMA. Y a le fantastique podcast de Sophie Rich qui parle aussi de sa compagne Clémence Bodoc qui s'appelle « Attendre d'attendre un enfant ». Qui est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as écouté, ce podcast. Non. Alors, en gros, elle raconte son parcours PMA. Et là, elle a fait 2 saisons. Et elle s'arrête pour d'autres projets, on verra. C'est un podcast qui m'a particulièrement retournée. Alors, Sophie Rich, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Ça a été une journaliste chez Mademoiselle, notamment. Clémence a été rédactrice en chef de Mademoiselle aussi pendant longtemps. Et j'adore Sophie Rich, c'est une meuf particulièrement incroyable. Elle a une écriture tout à fait juste et hyper drôle. Et ouais, je voulais en parler dans le podcast parce que c'est vrai qu'au tout début, donc, je cherchais des contenus queer et positifs et je continue toujours ça. Et ce que je suis en train de faire, c'est une base de données de contenus queer et positifs et c'est ce que je recense aujourd'hui sur Instagram et j'ai un gros tableau qui se remplit beaucoup. Super. Alors, je suis très contente. Bah, suivre ça. Ouais, je suis très contente de pouvoir envoyer ça régulièrement sur Insta. Alors, ce sera retrouvé dans les stories à la une. Vous avez une catégorie auteur-autrice, illustratrice, série, film, etc. Est-ce que tu as un ou une prochaine à inviter à me recommander ? Je lui en parle avant, mais je t'aurais bien mis en lien avec une de mes témoins de mariage, qui, d'ailleurs, dans les sources, je ne sais plus si on voit, je pense qu'on peut les retrouver encore. Elle fait tellement de choses, mais notamment, elle a fait de la radio. Elle faisait des chroniques que tu peux retrouver sur, je crois que c'était une radio locale, donc je la passerai après. Son nom de scène, c'était Queen Kong. D'accord. En référence à Despeintes. Et vraiment, c'est une femme exceptionnelle, surprenante, pleine de ressources. Et voilà, elle mérite effectivement, enfin, comme plein d'autres femmes. Mais en tout cas, instinctivement, j'ai pensé à elle et je peux lui en parler si tu le souhaites. Trop bien. Ouais. Queen Kong, quand tu veux. Et quelqu'un dans le coin ? C'est une personne qui est fascinante. Elle a 15 000 projets à la fois et elle les fait tous. Waouh. Ouais. Et elle les fait tous bien, je suis sûre. Ces gens-là, ouais, carrément. Oui. Elle est très dynamique. Et, en tant que meuf et lesbienne, elle se met dans des milieux souvent masculins. Notamment, là, en ce moment, elle s'est fait une reconversion après avoir travaillé dans les bars pendant des années.
Elle travaille dans la mécanique agricole. Trop bien. Voilà. Qu'est-ce que c'est son prénom? Claire. Claire, ok. Et à côté, elle essaye de construire, elle fait ses plans et elle veut construire sa propre tiny. Waouh. Ouais. Elle m'inspire vraiment beaucoup, cette femme. Elle a une force très chouette d'aller... ouais, vraiment, je pense qu'elle est... Puis vraiment autodidacte sur plein de choses, quoi. Ok. Trop bien. Ouais. On va passer à ma dernière question. Du coup, est-ce que tu as un merci à envoyer à un ou une inconnue? Ouais, peut-être... alors, du coup, c'est une personne qui est décédée. Mais je pense que ça a été, sans que je le sache sur le moment, mais une personne qui m'a vraiment aidée à être qui je suis aujourd'hui. C'était une ancienne voisine à mes parents. Ouais. Du coup, j'ai passé mon adolescence souvent avec elle. Elle venait d'arriver en retraite et elle avait un parcours incroyable. Elle s'appelait Georgette, mais elle se faisait appeler Jo. Ouais. Très masculine. Du coup, avec des codes queer qu'à l'époque, je savais pas ce que c'était. Et il y a notamment une phrase que je retiens d'elle qui m'a toujours fait mourir de rire. Elle se présentait, elle était militaire. Okay. C'est la seule personne militaire avec qui j'ai accepté de parler. Et elle était à DGSE extérieur. Et vraiment, c'est une espionne, quoi, littéralement. Donc, j'imagine une meuf lesbienne dans les années 70-80. Incroyable. Jo. Oh, la vache. Extraordinaire. Mais oui. Elle me faisait rire parce qu'elle se présentait comme l'amante de ses chefs et la maîtresse de leur femme. Oh. Je l'adore, vraiment. Mais on pourrait faire un livre sur elle. Ouais, vraiment, ça aurait été très, très chouette. Des histoires incroyables. Ouais. Ouais, voilà, une enfance pas easy et propulsée dans le monde militaire. Espionne, enfin, les GSE, du coup, elle a parcouru surtout l'Europe, notamment. Et pareil, autodidacte, elle a appris le grec, l'italien, l'espagnol, l'anglais, solo, quoi. Ouais. Et pour ses missions, puis du coup, elle me racontait ses missions. À chaque fois, j'étais fascinée. Waouh. Et d'ailleurs, c'était très, très drôle. C'était avec Cynthia, quand on a fait notre voyage en Grèce. Elle est passée par la Grèce, Jo, dans les années 80, forcément. Ouais. Mais, elle m'avait parlé d'une femme qu'elle avait fréquentée quand elle était en Grèce. Ouais. Qui était une cantatrice de l'époque, machin. Et du coup, on l'a cherchée. Je me dis peut-être qu'on va la retrouver. Du coup, on s'est fait un jeu de piste excellent. Mais génial. Ouais, c'était très cool. Très cool. On a écrit. Du coup, elle avait sur les années après sa retraite, enfin, cette dame-là, elle avait fait un article avec un journaliste et on avait pris contact avec ces journalistes-là pour la retrouver, essayer de trouver son adresse à Athènes, etc. Ouais. Du coup, on avait trouvé son adresse à Athènes. C'était très cool. Et vous l'avez trouvée? On a trouvé l'adresse et on a sonné en bas. Et du coup, on est tombé sur un de ses voisins qui nous a dit que malheureusement, elle était décédée il y a quelques années. Déjà. Oh, waouh. La cantatrice. Mais ouais, c'était chouette à faire comme jeu de piste. Mais c'est trop cool. Et à ce moment-là, Jo était plus là déjà? Elle était morte l'année juste avant, ouais. Ok. Et notamment, le deuxième prénom de Maya, c'est un clin d'œil à Jo. Ouais. On l'appelait Joy, le deuxième prénom. Et un clin d'œil à ses grands-mères, mais aussi, pour moi, c'est aussi un clin d'œil à Jo. Parce que vraiment, ça a été une femme très inspirante. Ouais. Et j'ai pas pu le faire. J'aurais vraiment aimé la remercier pour tout ce qu'elle a pu incarner dans l'univers où j'étais, qui était un ovni. Ouais. Et certainement un modèle de sa génération aussi qui inspire nos générations futures à nous, quoi. Non, carrément. Ah, c'est trop beau comme histoire. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi. Je suis vraiment très contente. Et je suis dans ton salon aujourd'hui avec petit chien qui est parti dormir sur le lit, mais à qui je faisais des câlins tout à l'heure, Lucky, parce que tu m'as envoyé un message pour me dire merci pour le podcast et ça m'a extrêmement touchée. Et j'en reçois plein, des messages comme ça, de personnes que je connais ou un petit peu moins. Et ça m'aide beaucoup. Comme vous l'entendez dans l'intro pour la dépression, ça m'aide beaucoup à savoir que cette nouvelle voie que je suis en train de me créer, vos messages m'aident à continuer et me disent que ce que je fais, c'est pas pour rien. Déjà de parler, en général, les retours des personnes que j'ai pu interviewer sont tout à fait justes et tout à fait positifs, justement, que ça a fait du bien de parler, que ça a pu être un moment agréable dans le mois, ce genre de choses. Et
Et moi, ça me fait énormément de bien de vous entendre et de pouvoir après découvrir toutes vos recommandations. Zapatos de Cemento tout le temps dans la tête. Hein. J'ai testé aussi la reine Charlotte aussi, la recommandation de Margot sur le chapitre de Bridgerton. On écoute aussi en boucle avec Lisa une autre recommandation de Mia, Caroline Rose, incroyable. Ezra Furman, incroyable. Enfin, on écoute beaucoup plus de musique et ça fait beaucoup de bien. J'ai réussi aussi à mettre tous les podcasts sur YouTube. Alors ça, c'était pas gagné d'avance, mais j'ai réussi. Tout doucement, on fait le petit bout de chemin. Et puis, j'ai ouvert aussi un appel à qui veut venir enregistrer, nous raconter des histoires queer positives. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, etc. ou par email, podcast.etc@gmail.com. Merci encore Anaïs. Au plaisir de revoir Cynthia et Maya. Et à bientôt. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Le podcast etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Bonne nouvelle, je suis enfin sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur etc. Je vous y partage les nouveaux podcasts et les recommandations. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. Une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Si Insta c'est pas trop votre truc, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description, podcast.etc@gmail.com. À bientôt j'espère.